Ne rentre pas chez toi ce soir. On va plus rester comme ça, tu vois. Ok. Toi, ce soir. C'est ça. Ah merde, ça a commencé. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Solo avec Sulo. Aujourd'hui, je reçois mon gars, Lenny Bunga, pour son spectacle Diaspora Le Mans Vôtre. C'est un spectacle de malade. Une prouesse de ouf pour moi, car il fait rire, réfléchir et t'apprend beaucoup de choses. On va en parler pendant 1 heure dans Solo avec Sulo. C'est parti. Lenny, comment tu vas mon gars? On se recheck. Ça va mon gars quoi? Très content de te Ça fait recevoir. plaisir. Bah c'est moi. À la cool. Pépère. Détente. On revient un petit peu sur ton spectacle. Ouais. J'ai été le voir hier. Yeah. Ouf, on va en discuter pendant 1 heure. Le nom du spectacle, c'est Diaspora Le Mans Vôtre. Un peu dur des fois à prononcer. Déjà, pourquoi tu l'as appelé comme ça, mon gars? Tout simplement parce que je pense que c'est un spectacle qui devait parler pas forcément qu'à la communauté afro, tu vois, ou pas forcément aux jeunes de la diaspora, mais aux gens qui pensent comme moi. Et pour moi, c'est ça la diaspora. C'est des gens qui sont dans ton délire et qui veulent comprendre ce qui se passe dans ton Tu délire. peux nous dire ce que c'est la diaspora? Alors, diaspora, c'est tout ce qui touche les peuples. Après, ça dépend de quelle diaspora tu viens. Mais moi, je parle pour la diaspora africaine, c'est tout ce qui touche les peuples, les descendants qui sont hors Afrique. Hors Afrique ou jeune Afrique, tu vois. Des gens comme nous qui sommes nés en Europe ou aux États-Unis, c'est ça la diaspora. C'est comme un exil d'un peuple, mais ailleurs, tu vois. Un peu partout dans le monde. Dans ton spectacle, tu parles déjà beaucoup de tout ça. Tu parles aussi de déconstruire un petit peu les clichés sur l'Afrique, sur les Renois, les préjugés. Tu peux nous expliquer un petit peu plus? Est-ce que je peux t'expliquer? Ouais, bah oui, je peux t'expliquer, j'ai le temps. Alors, On c'est a très simple. 1 heure. On a 1 heure, parfait. Et on est qu'à la deuxième question. Non, bah c'est simple. Il y a ce truc où beaucoup de clichés qui sont nés aujourd'hui, qu'on a aujourd'hui en Europe ou dans le monde occidental, ça vient d'une méconnaissance de l'Afrique, tu vois. Et je pense que c'est important de remettre à jour l'histoire qu'on nous a appris, en fait, tout simplement. On nous apprend une histoire universelle qui n'est pas vraiment universelle, qui est juste la vision de certaines personnes qui a été imposée. Et maintenant, il faut déconstruire tout ça. Et moi, c'est ça un peu. Ça sert un peu à ça. Tu vois, je parle beaucoup d'histoire dans le spectacle parce que je suis persuadé qu'il y a plein de grands hommes et plein de grandes femmes qui ont fait l'histoire de ce monde et qui sont tombés dans l'oubli. Et souvent, ils sont africains, donc il faut remettre à l'ordre du jour, quoi, tout simplement. Et toi, par ton spectacle, par un spectacle de stand-up, t'es là, tu mets un peu ta mise à jour à ta manière. C'est pas difficile de parler de sujets comme ça, tout en restant marrant? Ah bah si, la frontière elle est très mince entre tu vas tomber dans le politique, tu vas tomber dans le oh mon Dieu Malcolm X et tu vas tomber et le rire. Je pense qu'elle est très très fine. Moi je me pose pas la question de savoir si les gens vont me voir comme un homme politique ou quelqu'un qui va faire de la politique. Non, moi sur ce moment quand j'écris, je sais que ça me fait rire. Je sais que ça me fait rire. L'important quand tu écris, je pense, c'est de se dire moi est-ce que ça me fait rire déjà? Ok, ça me fait rire. Est-ce que les gens vont accepter? Ça, c'est notre histoire, tu vois. Les goûts et les couleurs se discutent, l'humour c'est pareil, tout se discute. Il y en a qui vont entrer dedans en direct et il y en a qui ça va prendre un peu plus de temps et d'autres qui vont pas rentrer du tout. Tu peux nous donner un exemple de cliché ou de préjugé que tu déconstruis dans le spectacle? L'hypersexualité. Tu vois, on a cette vision de l'homme noir archi chaud parce que c'est la vision qu'on a voulu nous imposer pendant très longtemps. Il y a ce truc de... Dès que tu vas parler d'homme noir, ça va être « Oh mon Dieu, il y a un côté exotique, ah ouais, il s'est bougé, il va me faire rêver. » On dirait « T'as peut-être rencontré un homme noir qui agissait comme ça, ça veut pas dire que tous les hommes noirs sont comme ça. » Tu vois, tout ce que je veux dire. Et dans le spectacle, j'explique d'où vient le cliché déjà, comment le déconstruire, et ce qui m'énerve encore plus, c'est que même nous, on en joue de ces clichés. Ouais. Tu vois, c'est un truc que... Parce que c'est bien, parce qu'il y a un côté où tu tapes pas que sur ceux qui croient aux clichés. Ah non. Bah non. Tu tapes aussi sur, enfin t'es pas tapé, mais ceux qui en jouent, ceux qui profitent un peu de tout ça. Tous les clichés, ça reste, encore une fois, les clichés qui ont été inventés, ça reste déshumanisant. Moi, c'est le terme que j'emploie le plus parce que c'est une vérité, ça reste déshumanisant. Et je pense que jouer le jeu de ces clichés, tu te déshumanises toi-même, en fait, tout simplement. Tu te renvoies à un état animalier. On ne te voit pas comme un être humain capable de penser et réfléchir, on te voit comme un mec qui aime faire ses affaires, faire ses bails. Tout à l'heure, tu disais que la frontière était très fine entre le rire et la politique. Et c'est les mots que tu choisis. Tu vois, c'est un travail un peu je sais pas, tu fais un travail minutieux parce que chaque mot peut te faire passer d'un côté à l'autre. Ouais. Et comment tu testes ça? Comment tu travailles ça? Déjà, je travaille avec un mec qui s'appelle Titouche. Tu vois, faut pas...
cracher dessus. Et ce gars, il peut te dire, par exemple, écoute, mec, ça, comment tu le dis, je pense que selon. Puis même, les autres humoristes viennent te voir souvent. Ouais. Une fois que tu as fini un passage, tu connais. Tu as fini un passage, tu descends, tu as les autres humoristes qui font, ah, c'est bien, mais par contre, quand tu dis ça, je pense que ça peut interpréter à ça, ou les gens vont mal comprendre. Okay. Donc ça te calibre un petit peu. Ça me calibre. Des fois, seul, t'as ton premier retour seul. Déjà seul, t'es en mode genre, ok, ça va être hardcore. Okay, des fois, est-ce qu'il y a des sujets que t'as employés, que tu dis, allez, ça, je le mets un peu à la poubelle, je suis pas prêt pour le faire. Ouais. Ou je le mets pas à la poubelle, mais je le mets de côté. Ouais, je le mets de côté. Par exemple, le métissage. Le problème, c'est quand tu parles du métissage, tout le monde pense que t'es anti-métissage. Ils vont me dire, ah, mais t'es anti-métissage. Je dis pas que je suis anti-métissage. Pour l'instant, j'arrive pas encore à l'expliquer, mais c'est ce truc de. Beaucoup pensent que le métissage, c'est l'avenir. On est dans ce truc genre, ouais, le métissage, c'est l'avenir, c'est sûr. Ouais. Mais le métissage, ça existe de tout temps. On n'a pas inventé le métissage. On est issus d'un métissage, nos parents sont issus d'un métissage, nos arrière-grands-parents, on est tous d'un métissage. C'est pas un truc ceux qui nous ont fait croire que le métissage, c'était l'avenir. Et à quel moment t'as bugué sur ce passage où t'as dit, ah, j'y arrive pas? Mais parce que je pense que les gens, quand tu dis non, mais le métissage, c'est pas l'avenir, les gens se bloquent. Les gens sont en mode, genre, mais qu'est-ce que tu racontes? Pour eux, c'est comme si tu disais, non, vous devez pas vous mélanger. Moi, je dis pas qu'il faut pas se mélanger, loin de là. Tu aimes la personne que t'aimes, tu vas pas Je dis juste que, tu vois, j'ai entendu trop de phrases du style, moi je rêve d'un petit bébé métis. On parle pas d'une glace, tu vois ce que je veux dire? On parle d'un être humain qui va naître. Tu rêves pas d'un petit bébé métis. Et même, si tu rêves d'un petit bébé métis, avant le bébé métis, il faut passer sur le grand noir, tu vois ce que je veux dire? Donc, réfléchis bien. Tu vois, le métissage, c'est pas une mode. C'est parce qu'aujourd'hui, j'entends trop de gens. Tu vois, genre, la fois, j'étais avec des potes, on regardait un clip de Georgia Smith. Ils me font, ah ouais, les métis, c'est trop le top. Pourquoi? Déjà, pourquoi définir sur sa... Si la couleur ne fait pas l'importance, pourquoi définir sur « Ah, elle est métisse, donc elle est forcément top ?» Non, elle peut être très top en étant noire, elle peut être top en étant blanche, chinoise, tout ce que tu veux, tu vois. C'est pas parce que t'es métisse que d'un coup, c'est... Voilà. C'est vrai. On va regarder vite fait un extrait de ton spectacle. Ensuite, on va revenir sur un point très important qui revient souvent dans ton spectacle. C'est parti. Allez. Bonsoir. Voilà comment ça se passe pour moi avant qu'on commence. Moi, c'est du donnant-donnant. Okay, plus vous vous lâchez dans la salle, plus je me lâche sur scène. Ce soir, on a un peu une famille, ça vous va? J'ai eu 3 ouais. Les autres m'ont regardé genre, non, pas de noir dans ma famille. Mes parents sont pas prêts. Je suis venu vous parler d'Afrique. Comme c'est un public assez mixte. Montreux, public multiculturel. Je suis originaire d'un pays qui s'appelle la République démocratique du Congo. République démocratique, la vanne s'arrête là. Je vais pas me moquer des Congolais, ok? Je sais qu'on est le genre de peuple où les présidents sont élus à 99,9%. Là, ça choque personne. Tout le monde m'a regardé genre, l'Afrique, 99,9%. Frère, si tu triches, va jusqu'au bout au moins. À quoi ils servent les 0,1? Genre, c'était serré. On avait du mal à compter, hein. Je suis sûr que son conseiller, il est venu, il a fait, Monsieur le Président, on vous a mis à 100%. Oh! Les gens vont se douter de quelque chose. La première fois que j'ai vu cette blague, j'étais mort. Ce passage, il a été fait à Montreux. Ouais. Comme tu le dis sur scène, c'est vrai que c'est pas le public de la diversité, etc. On est plus sur un public, on ne va pas dire suisse, mais blanc. Et est-ce que tu te prépares différemment quand tu dois, je sais pas, jouer face à... Parce que c'est vrai qu'hier j'étais dans ton public, c'est vrai, il y a beaucoup de diversité dans ton public, c'est ça qui est ouf. Mais là, quand tu es à Montreux, comment ça se passe dans ta tête? Est-ce que tu as un truc où tu as peur, où tu te dis « Ah, je risque de les perdre » ? Non. Pourquoi? Montreux, c'est pas la première fois que je le fais. Enfin, là, c'était la première fois, mais j'en ai déjà fait 2, je crois. Là, on va sur ma 3e. Et il y a ce truc où le public suisse est beaucoup plus détaché de ces histoires. Parce que c'est pas leur histoire, déjà, quand tu leur parles. Ils savent accepter les présidents, l'argent des présidents, mais ils n'ont pas cette histoire avec l'esclavage et la colonisation. Donc il y a ce truc où, pour eux, tu parles des problèmes de la France ou de l'Afrique, mais tu leur parles pas de leurs problèmes. Donc eux, ça va les faire rire parce qu'ils connaissent, ils ont déjà vu tout. Mais ils se sentent pas... Tu vois, je sais qu'ils vont pas se sentir attaqués. Et qu'ils sont beaucoup plus ouverts sur cette question. Ils sont beaucoup plus... tu peux parler librement. Je dis pas que la France n'en est pas ouverte. Je dis juste que là-bas, ils ont moins ce problème avec ça. D'accord. Parce qu'ils n'ont pas l'histoire qui va avec. Ok. Et il y a un truc qui m'a marqué hier dans ton spectacle, c'est la présence de ton papa, qui revient, je crois, 5 ou 6 fois. Ouais. Il a une grosse place. Comme Pana, je l'ai reçu la semaine dernière. Et c'est pareil, son papa a une
très grosse place dans son spectacle. Toi, ton papa, c'est des conseils. La plupart de tes sketchs ou blagues commencent par un conseil de ton papa et ensuite tu découles. Ouais. Tu peux nous parler un peu de l'importance de ton père dans ton travail? Je pourrais te parler de l'importance. Oui, je peux te l'importance. Mais qu'on soit bien d'accord, mes deux parents sont très importants. Oui, bien sûr. Mon père ou ma mère. Bien sûr, bien sûr. Non, parce que c'est vraiment ton père qui Mais revient. mon père revient souvent dans le spectacle parce que déjà, ce que je dis, c'est que c'est lui mon ancrage avec l'Afrique. Ok. Tu vois, ma mère, elle vient de l'île de la Réunion, donc elle avait moins ce côté. Ok, je pensais de que parler d'Afrique. tes deux parents étaient Non. congolais, parce que je le rappelle, tu es d'origine congolaise. Mon père est d'origine congolaise, ma mère est d'origine de l'île de la Réunion. D'accord. Et il y a ce truc où elle m'a beaucoup parlé de la Réunion, tout ça, donc je pense que ça viendra plus tard. Mais mon père, ouais, c'est mon ancrage avec l'Afrique. C'est lui qui m'a. Je te dis, il m'a vraiment mis le pied à l'étrier. Il m'a dit, si tu veux comprendre le monde actuel, t'es obligé de comprendre. Mais plus jeune, tu disais que tu étais désintéressé par tout ça. Ouais, plus jeune, c'est fou, hein. Plus jeune, quand j'étais même pour parler lingala, tu vois. Avec mes petits frères, il a essayé de nous apprendre. Mais au début, il faut savoir que comme ma mère est réunionnaise, mon père est congolais, ils se sont un peu embrouillés dans savoir est-ce qu'on leur apprend le créole réunionnais d'abord ou est-ce qu'on apprend le lingala. Donc ça a pris du temps. Et quand ils se sont dit, bon, vas-y, apprends leur lingala, on était déjà un peu plus grands. Et nous, on avait cette mentalité un peu européenne. Ils nous parlaient en lingala. Et nous, on était là, oh, boulou, 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 ah, c'est tellement drôle. Mon père, il a lâché l'affaire. Il a fait, ces gosses, ils sont terminés, les gars, ils servent à rien. Et maintenant, tu vois, ce que je veux dire, c'est que maintenant, je regrette. Genre, maintenant, je commence à apprendre lingala que maintenant. Et je regrette un peu ce truc, genre, ah mince, si j'avais appris plus jeune, je serais pas en galère, tu vois, aujourd'hui. Mais ouais, mon père, pourquoi il revient souvent? Parce que ouais, c'est lui qui me donne. À chaque fois que j'ai un. Il a cette vision de l'Afrique d'avant. Même s'il suit encore tout ce qui se passe maintenant, il a cette vision d'Afrique d'avant. Donc des fois, tu vas lui exposer un point de vue sur l'Afrique que tu vois aujourd'hui, que toi tu vois. Et lui, il va dire, ouais, mais avant c'était comme ça. Pourquoi c'était comme ça? Parce que c'était comme ça. Je vais pas dire qu'il a réponse à tout, parce que c'est faux, il n'a pas réponse à tout. Mais ouais, sur la question africaine, c'est comme si je parlais avec un ministre, tu vois, qui allait me dire, ok, t'inquiète, j'ai quelques dossiers pour toi. Ils sont grave calés sur ce. Ils étaient très impliqués tous dans la politique. Mais tu veux que je te dise un truc? C'est un truc que j'ai remarqué il n'y a pas aussi longtemps que ça. Je me disais que tu prends les politiques des années 50, 60, je pense qu'il y a eu une vague de génération, une espèce de génération qui arrivait en Afrique ou même dans la diaspora africaine. Il y avait cette génération qui arrivait avec la niaque, avec l'envie de. Tu vois, dans les années 50-60, il y avait Aimé Césaire. Enfin, tu regardes le Paris d'avant. On est dans l'indépendance un petit peu. On arrive dans les années d'indépendance, etc. Donc ils sont un peu plus impliqués. Ils sont plus impliqués. Même pour arriver à cette indépendance, ces mecs-là sont arrivés. Tu vois ce que je veux dire? C'est que je pense qu'il y a vraiment une génération qui a fait vas-y, stop. Et je pense que ça s'est oublié un peu et j'ai l'impression que ça revient maintenant. Tu sais, c'est comme un espèce de cycle qui revient. Je regarde l'Afrique d'aujourd'hui, tu regardes le président du Ghana ou Bobby Wine en Ouganda, tu vois tout de suite que ouais, il y a une génération qui arrive et qui ne cessera pas faire non plus. Tu penses qu'ils ont été inspirés par quelqu'un en particulier? Peut-être par les effets, je dis peut-être des bêtises, mais Obama? Non, je pense pas. Je crois pas que Obama ça a influencé ces gars. Je pense que ça a montré une très belle image. Ouais. Mais je pense qu'ils sont très loin de ce délire. Déjà, ils sont très loin du délire américain, si tu regardes. C'est pas un truc qui les intéresse plus que ça. Mais non, je pense ils sont plus inspirés du délire. Ils ont grandi avec des fondements. Je pense que tout le monde revient vers l'histoire. Et ces gens-là ont grandi avec des fondements. Tu regardes le président du Ghana, il a grandi avec Kwame Nkrumah. Donc c'est pas le petit gars d'à côté, tu vois. Bien sûr. Donc forcément, je pense que c'est des trucs qui restent. Le temps que ces gens mûrissent, ça, en fait, je pense qu'il faut laisser le temps à ces gens de mûrir. Tu peux nous expliquer qui c'est Kwame? Kwame Nkrumah, c'est l'ancien président du Ghana, le tout premier président du Ghana. Et peut-être un des premiers panafricanistes, je dirais. Tu vois, il avait ce truc de... il faut revenir vers ses racines ou vers son histoire. Et il est mort d'un cancer. Il est mort d'un cancer et ironie du sort, c'est qu'il est mort loin de son pays. Et en Europe de l'Est, sur la Hongrie, comme ça. Je te laisse retourner le portrait juste là. On va parler un peu de tout ça. C'est les personnes qui reviennent très souvent dans ton spectacle. Tu les cites ou même quand j'ai des discussions avec toi. Je retourne ? Ouais, tu peux nous dire qui c'est? Yeah! Ah bien sûr que je peux te dire qui c'est. Tu peux nous les citer, nous les présenter? Alors, est-ce que je commence? Je commence par là. Ok. Patrice Lumumba, c'est le Premier ministre de la République démocratique du Congo et un grand homme de l'histoire africaine, vraiment un très grand homme de l'histoire africaine. Tu peux aller partout en Afrique, les gens te diront qui est Patrice Lumumba. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est un mec qui luttait contre l'impérialisme américain, tout simplement, et qui luttait pour que son pays soit libre, qu'il ait ses propres... il luttait contre l'impérialisme américain, mais il luttait aussi contre la royauté belge. Parce qu'on sait que le Congo, c'est un ancien empire belge, tu vois.
Et c'est un mec qui portait ses couilles, quoi. Je sais Ouais. pas si on veut, c'est un mec qui portait ses couilles. Il avait pas peur de dire les choses, que ce soit devant le roi belge ou devant... Bon, tué, hein, tu connais. Malheureusement l'Afrique. Tué par... Et ensuite, on a Après, on a Thomas Sankara. Thomas Sankara, pourquoi j'adore ce mec? Je vais t'expliquer pourquoi j'adore ce mec, parce que c'est l'autosuffisance. Ouais. Tu sais, pour lui, c'était l'autosuffisance. On peut s'en sortir nous-mêmes si on commence à prendre les rênes par nous-mêmes. Il y avait ce truc de reprendre le tissu. Par exemple, il disait on arrête d'acheter du tissu d'ailleurs. Maintenant, on fait notre propre tissu. On a du tissu, on a des tisserands. Il faut qu'on achète les tissus de chez nous. Il faut qu'on achète la nourriture de chez nous. On n'a pas besoin de s'importer ailleurs, alors qu'on a les choses chez nous, tu vois déjà. Et pareil, il avait ce côté très avant-gardiste sur le point de vue de la femme dans un pays comme le Burkina. Tu vois. Il voulait remettre l'école obligatoire pour les petites filles, chose qui se fait très peu en Afrique aujourd'hui, tu vois. Il voulait que les femmes soient payées autant que les hommes. Tu vois, on parle d'un mec, c'est dans les années 80, tu vois. Donc les discussions qu'on a aujourd'hui, c'est un mec qui a mis un coup de pression en live à Mitterrand. À Mitterrand, il a mis un coup de pression en live. Est-ce que tu as vu ce moment? Au-delà de le coup de pression, quand il lui ramène la chèvre, je sais pas si tu as déjà vu cette histoire. Non. En fait, en Afrique, beaucoup de présidents offrent des présents au président qui arrive pour lui dire. Et lui, il est arrivé avec une chèvre, il a dit « Je sais qu'en Afrique, on donne ce qu'on a, et nous, tout ce qu'on a ici, c'est des chèvres. » Et il lui a donné une chèvre, et tu vois la tête de Mitterrand à ce moment-là, c'est genre « Tu te fous de ma gueule, je vais foutre avec ta chèvre. » Et il a fait « Tiens, une chèvre, moi, je te donne ce que j'ai. Et ce que j'ai, c'est ça. » Et c'est pareil, assassiné, quoi. Ouais, malheureusement. Et le dernier, qui est pour moi peut-être aussi un des plus importants, clairement, peut-être voire le plus important, c'est Cheikh Anta Diop. Ouais. C'est le père de l'historiographie africaine. Je pense qu'il a aidé à remettre un peu d'estime à l'Afrique, à dire hey, vous avez une histoire, arrêtez de vous la faire voler, arrêtez de vous la faire modifier. N'attendez pas qu'on vous dise que vous avez une histoire, en fait. Vous pouvez aller le chercher par vous-même. Ouais. Tu vois. Et franchement, ouais, ce mec, respect à vie, quoi. Oui, je voulais que tu termines par lui, car maintenant tu fais des petites vidéos sur... C'était la première. Ouais. Tu fais des petites vidéos qui s'appellent Une autre histoire de la... Une autre version de l'histoire. Une autre version de l'histoire. Ouais. La première vidéo, c'était avec Hugo tout seul, où tu as une conversation avec un ami et un passage que tu t'es sur scène. Sur scène, ouais. Voilà, où tu fais des échanges. Tu peux nous expliquer un peu plus? Tu envoies des extraits. Ouais, je peux expliquer un peu plus. Comme je dis encore une fois, je pense que tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, que ce soit immigration, racisme, tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est dû à des problèmes qui se sont créés dans le passé. Ouais. Moi, j'ai cette phrase importante qui dit quand les gens me disent ouais, faut arrêter, le passé, c'est le passé. Non, mec, le passé, c'est l'action qui engendre le présent et qui influe sur le futur. Donc si tu veux régler les problèmes du présent, tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, il faut que tu ailles regarder dans le passé. Tu peux pas faire genre non, c'est le passé, on va régler. Non, impossible. Les nœuds ont été faits dans le passé, ça va se déconstruire dans le présent et dans le futur, mais il faut savoir regarder dans le passé. Et regarder dans le passé, c'est aussi connaître des gens qu'on n'a pas l'habitude de connaître. Ce que je dis, c'est que en Afrique, on a cette vision de l'Afrique très sauvage, très oh mon Dieu, là, ou alors très guerrière, très barbare. Alors que partout sur le continent, partout, dans n'importe quel pays, tu as des hommes et des femmes qui se sont... qui, en plus de faire quelque chose pour l'Afrique, ont fait quelque chose pour l'humanité en général. Souvent, quand je parle d'histoire africaine, les gens me disent « Ah ouais, mais ça parle aux Africains. » Non, c'est faux. Ça doit parler à tout le monde. C'est notre histoire commune, c'est une histoire qu'on nous a enlevée, que maintenant, qu'il faut remettre au devant de la scène. Ouais, parce que moi, je pense qu'on vit dans une société qui a été faite avec du scotch. On essaie de la faire tenir, on met du scotch, mais à un moment, ça tient plus, mec. À un moment, les gens... ça part un peu partout et ça déborde. Donc, le seul moyen de remettre une espèce d'ordre dans tout ça, c'est de regarder dans le passé et de dire, voilà, il y a eu telle personne. Quand je dis que, par exemple, le racisme, découle d'aujourd'hui, je suis persuadé qu'il y a ce truc de... Quand on est petit, je sais pas si tu te souviens, quand on est petit, mais il y a le cours d'histoire avec la frise chronologique où on te montre le singe et on dit qu'il vient d'Afrique, et plus il grandit, plus il devient blanc, aux yeux bleus, avec une lance, et crée le feu, la civilisation. Et rien que ça, cette frise, elle est faussée. Rien que ça, c'est faussé. Ce qu'on nous apprend en histoire, c'est une version bricolée. Tu vois ce que je veux dire? C'est une version bricolée, donc c'est pour ça que ça ne tient pas. Et il y a ce truc où je me dis, pour que ça revienne, pour que les gens... Par exemple, quand toi et moi on se parle d'humain à humain, ok, mais pour d'autres personnes, je sais qu'il y a ce truc genre, oui, mais toi, tu viens d'eux. Tu vois, il y a ce truc où je suis persuadé que l'Afrique, que tu le veuilles ou non, tant qu'elle ira pas bien, tu peux être noir partout dans le monde, tu peux être noir
en Amérique du Sud, tu peux être noir aux États-Unis, tu peux être noir en Europe, tu peux être noir en Asie, ça ira pas bien pour toi. Tu le vois bien avec la police, que ce soit au Brésil, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, c'est la merde. Et ben parce qu'il y a ce truc où on a cette vision de toi, tu viens d'un continent qui est à la ramasse, donc toi aussi forcément t'es à la ramasse. Et en quoi ton spectacle peut, je sais pas dire peut changer ou peut, tu vois, tu cherches à sensibiliser en faisant rire ou c'est quoi en fait, moi j'essaie de comprendre exactement le message. Ouais, de un, je cherche à sensibiliser en faisant rire, mais de deux, je cherche pas forcément à ce que le gars il dise ouais, quand il sort du truc, il fasse c'est bon. Bah non, l'Afrique, c'est non. Je cherche juste à se dire gros, toi et moi on est des êtres humains, ok. Arrête de me voir comme un mec inférieur et moi je te vois pas comme un mec supérieur, donc traitons-nous comme des êtres humains. On a une histoire, t'as un passé, j'ai un passé, respectons-le. J'ai un présent, t'as un présent, respectons-le. Il est juste là le truc. Moi je pense que le spectacle il emmène à ça. Il emmène plus à se respecter, plus qu'à vouloir tirer la couverture sur l'un ou sur l'autre. C'est plus genre venez, on se respecte. Respectons-nous, on n'a pas grand-chose en commun, mais on peut se respecter, tu vois, déjà. Déjà par le rire. Truc. Et puis même il y a ce truc aussi, je me dis quand la personne sort du théâtre et qu'elle me dit ah putain mais moi je savais pas ça, c'est que c'est tout gagné. C'est une victoire pour toi. Ne serait-ce qu'un truc, il me dit ah moi je savais pas que ça se passait comme ça ou je savais pas que ça y avait ça. Moi c'est gagné. Ouais, c'est vrai. T'es l'un des rares humoristes quand je me renseigne que quand il écrit ses blagues, il construit tout ça via des livres. Ah ouais, voilà. C'est beaucoup de lectures. Et pourtant, avant, j'étais pas trop lecture. Ouais, moi, franchement, t'es l'un des rares. Ouais. J'étais les mangas, ouais, on va dire. Tu l'es toujours aujourd'hui, on parle beaucoup de mangas. Ouais. Mais maintenant, quand je te croise, t'as toujours un petit livre historique où tu checkes un petit peu un truc, tu me dis, Sulo, t'as vu ça, tu connaissais ça, etc. Et ça part vite en échange. Ouais. Et à partir de quoi? À partir de quelques lignes, à partir de quelques faits historiques, ça t'inspire et tu décides d'écrire là-dessus? Ouais, parce que je me dis, il y a des trucs, je me dis, attends, mais comment ça? On n'est pas au courant de ça, tu vois. Bah viens, on le remet au goût du jour. Tu vois, genre à un moment, je parle de Mansa Moussa. Demande aux gens qui connaît Mansa Moussa. Très peu de gens vont dire bah, Mansa Moussa, tu peux nous dire qui c'est? Ouais, Mansa Moussa, c'est l'empereur du Mali. Et il est considéré encore aujourd'hui comme l'homme le plus riche de tous les temps. Ouais, c'est ça. Sa fortune, elle est estimée à 400 milliards de dollars. Et on découvre encore plein de trésors aujourd'hui, donc ça augmente à chaque. Plus riche que les Rockefeller, tous ces gens que tu connais. Bah, ce mec était tellement riche, tellement d'or, tellement de. C'était à quelle époque? C'était en 1345, c'est le Moyen-Âge africain. Ok. Parce que souvent, quand on parle Moyen-Âge, on pense des mecs épais, féodaux, mais il y a des Moyen-Âge partout. Tu nous parles du Moyen-Âge occidental, moi je peux te parler du Moyen-Âge africain où il y a eu des empires de malades, quoi. Des histoires de fous. C'est vrai que Mansa Moussa, mais même il avait beaucoup de ministres femmes, etc. Il était très en avance sur les qualités hommes-femmes. Ouais. En Afrique, aujourd'hui, si on parle de la condition de la femme, on va dire ouais, mais en Afrique, regarde, c'est des barbares. Tu te dis, mec, l'Afrique, c'est un continent. Comment on dit ça? C'est un continent où les femmes ont toujours eu la dominance, en vrai. C'est un continent, je sais pas si on dit maternel, maternaliste. Ouais, c'est un continent maternaliste à la base. On a eu des très grandes reines. Tu vois, on a eu des très grandes reines, on a eu des très grandes femmes, on a eu des corps d'armée. Tu vois, on a eu des corps d'armée exclusivement féminins, genre les Amazones du Dahomey. C'est que des femmes. Black Panther, ils se sont inspirés de ça. Tu vois le roi avec les femmes. Bah, les Amazones du Dahomey, elles ont vraiment existé. C'était les gardes du corps du roi du Dahomey, de l'actuel Bénin maintenant. On a eu des pharaons. Pharaons, je sais pas, pharaons égyptiennes. On a eu des pharaons, des femmes. Pas qu'une, hein. On a eu plusieurs, mais qui ont fait des grandes choses. Ça, c'est un truc qu'il faut remettre. C'est pas aujourd'hui, quand on parle des femmes en Afrique, j'ai ce truc où on me dit ouais, mais par exemple, quand il y a des gens qui me disent qu'il faudrait lire maths à l'école et tout, bien sûr qu'il faut lire maths à l'école parce que c'est grâce à elle qu'on va s'en sortir. Enfin, je pense que c'est grâce à elle que l'Afrique va s'en sortir, clairement. C'est un peu. Tu vois bien, les marchés, tu regardes les marchés, c'est elles qui font les marchés. Et les marchés, mine de rien, regarde comme ça, on se dit, ouais, ils vendent des fruits et légumes, mais Wall Street, c'était un marché à la base. Tu vois, aujourd'hui, regarde ce que c'est. Bah, si aujourd'hui, on donne les moyens à ces femmes, que ce soit des moyens économiques ou des moyens culturels ou intellectuels, je t'assure que demain, elles vont tout tuer, quoi. Si on leur donne beaucoup plus de pouvoir, beaucoup plus de responsabilités, elles vont. Ouais, c'est vrai. C'est elles qui vont relever l'Afrique. C'est vrai. J'aimerais. C'est bien, c'est vrai. Excuse-moi. C'est totalement vrai ce que tu dis. J'aimerais juste qu'on parle de ta musique de sortie. Ouais. Elle m'a marqué. J'ai ta musique d'entrée aussi, mais ta musique d'entrée, tu vois, elle est dans un délire. Si tu peux un peu la définir, c'est voilà, on peut donne-moi de la force. Enfin, j'ai essayé de trouver quelqu'un qui me traduise ça en voilà, c'est du lingala, c'est ça. Hein. Mais la personne a compris deux versions de la musique d'entrée. C'était soit je me bats pour pas tomber ou un truc comme ça. Soutiens-moi dans mes combats. Je crois que c'est ce que j'ai compris, si je me trompe pas. Mais la musique de sortie, c'est on se la regarde et puis on revient là-dessus. Vas-y. Kuliko jana,
Yesu nipende leo kuliko jana, kuliko jana, kuliko jana. Yesu nipende leo kuliko jana. Dans cette musique, il y a un délire un peu gospel, religieux. Tu peux nous en dire un peu plus? Sautisol, c'est le groupe qui chante ça. C'est un espèce de, je sais pas si on peut dire gospel, mais c'est un groupe tanzanien. Okay. Et la langue qui est parlée dans cette chanson, c'est le Swahili. Okay. Et pourquoi j'ai pris cette chanson et pourquoi le Swahili? Parce que le Swahili, c'est peut-être la langue qui est le plus parlée en Afrique. Parce que tu peux aller dans plein de pays d'Afrique, on va parler Swahili en fait. Des versions différentes, des versions peu créolisées, tu vois, mais on va parler Swahili et c'est fou, mais depuis que je suis tout petit, quand on disait quand on était petit, genre ouais, l'Afrique c'est un pays où vous parlez quelle langue, tu vois, on a toujours essayé d'unifier ce truc. Bien sûr. Et aujourd'hui, mine de rien, quand tu t'écoutes les conseils des anciens, ça a toujours été genre il faut unifier l'Afrique. Si tu veux que l'Afrique s'en sorte, il faut qu'elle s'unifie. Et moi, j'encourage ce truc à me dire déjà il faut une langue commune. Et il y a déjà le Swahili en place. Je trouve ça bête de pas se dire bah écoutez, vas-y, le Swahili c'est la langue qui est le plus parlée, on va le généraliser à tout le continent, parce que déjà, ça aiderait dans les échanges, tu vois, au-delà des échanges économiques, ça aiderait dans les échanges interculturels. Ouais, non, je voulais une chanson de fin en Swahili. Pourquoi cette chanson? Parce que ça parle de... Tu peux nous parler un peu en détail ce qu'elle raconte un petit... Alors, je ne pourrais pas dire exactement ce qu'elle raconte exactement point par point, mais je sais qu'elle parle de Dieu. C'est des remerciements à Dieu, en fait, tout simplement. C'est des remerciements pour dire merci. Et ouais, c'est ça. Qu'est-ce que t'apporte cette musique? Pourquoi tu l'as choisie? Un, pour le Swahili, déjà, parce que je pense que c'est la langue commune dans le futur. Et deux, encore une fois, c'est merci. Ouais. Merci pour... je suis sur scène, je raconte des blagues, je fais des voyages grâce à ça, je suis payé grâce à ça, je vis grâce à ça. Merci. Je peux dire que merci. On m'a dit que cette musique n'a pas changé depuis un moment. Ah ouais, non. Non, mais... La musique d'entrée, oui, mais celle-là... Non, celle-là, bougera pas. Elle bougera jamais, je pense. Cool. Sur ce spectacle, en tout cas. On va parler de quelqu'un qui t'aide beaucoup, qui t'a aidé beaucoup pour la construction de ce spectacle. Je te laisse retourner le cadre juste là. Tu peux nous présenter? Yeah! C'est mon gars, Titouche. Titouche, Mohamed Zerkoun, je te balance. Qui est co-auteur sur ton spectacle? Ouais, alors Titouche, à la base, on s'est connus, il était... comment on a dit ça? Tu sais, quand tu t'occupes de... Ouais, administrateur. Administrateur, voilà. Il était administrateur de tournée, sur la tournée de Norman, sur la tournée de Farid. Okay. Et on se tapait toujours des vannes. On se tapait toujours des vannes. Et toi, t'étais là parce que tu faisais les premières parties, c'est ça? Les premières parties, ouais. Okay. Et on rigolait, on faisait des vannes, puis on se croisait ailleurs. Au Paname, tout, on se croisait. Et il y a ce truc où je me disais, ce mec a un point de vue. Tu vois, on vient de deux mondes différents. Lui, il a grandi à Cergy. Moi, j'ai grandi à Nice. Moi, ça m'a étonné, honnêtement, quand j'ai entendu Titouche et Lenny bossent ensemble. Je me suis dit, waouh. Mais après, je peux comprendre. Parce que le stand-up, on a besoin de recul. Et une personne qui n'est pas du tout dans notre univers trouve marrant ce qu'on écrit, c'est super important. Ça veut dire qu'on touche vraiment, on touche vraiment le public. Donc, excuse-moi de t'avoir interrompu. Non, t'as raison. Continuer. Ouais, non, mais je te dis, on a des façons de penser différentes. Mais c'est ça qui m'a enchanté chez lui, c'est qu'il y avait ce truc où, comme on n'avait pas on n'a pas les mêmes façons de voir, des fois, il te rapportait des vannes, tu te dis, mais mec, c'est du génie, en vrai. Moi, j'aurais jamais pensé parce que j'ai pas cette façon de voir. Et lui, il a cette façon où il te dit, bah, moi, j'ai pensé à ça, dis-moi, je sais pas si tu l'avais déjà vu, j'ai fait un passage sur l'égalité homme-femme où je parle de Nabila à un moment. Ouais. Je fais un truc. Bah, ça vient de lui parce que moi, j'aurais jamais pensé à ce truc de, ah oui, c'est vrai que quand t'es un homme et une femme, c'est pas la même chose, tu vois. Enfin, c'est pas la même chose. En France, il n'y a pas un même traitement quand t'es... En plus, c'est bête, c'est bien parce que ça met un contre-pied. Quand tu cites Nabila, les meufs sont en mode... ouais, déjà, tu sens que... Et voilà, non, ce mec a un vrai talent. Un vrai talent. Demain, je pense que ce sera un des auteurs sur qui il faudra compter. Ok. On a demandé à Titouche ce qu'il pensait de ton travail. On a une petite vidéo, là. Scolaire, déjà, pour Lenny, parce que de sa recherche sur ce sujet qui lui tient à cœur, notamment la présence de l'Afrique dans le monde et la place de l'Afrique dans le monde. Il parle avec différentes personnes sur ce sujet-là. Je sais qu'il a déjà fait des colloques avec des chercheurs sur le sujet et tout.
de cette manière-là, je pense qu'il trouve les sujets sur lesquels on écrit ensuite. T'es d'accord avec tout ce qu'il raconte? Ouais, Titouche, des fois, c'est trop bizarre. Des fois, il m'appelle, il me dit ouais, t'es où? On écrit. Je fais mec, là, je suis à la Sorbonne. Je suis en train de regarder un colloque entre. Le dernier colloque qu'il nous avait appelé, c'était trop bizarre. C'est vraiment le destin. C'était à la Sorbonne. C'était. Est-ce qu'il existe 2 Afriques? Genre, est-ce qu'il y a une Afrique maghrébine et une Afrique subsaharienne? Et il m'appelle, il me dit qu'est-ce que tu fous? Je fais je lui dis mec, je suis sur un truc là. Tu vas pas croire, il parle de toi et tout. Il me dit quoi? J'ai expliqué et tout. Et non, ouais, il a raison sur ça, ouais. En fait, ce sujet-là, tu peux pas le dire à demi-mot. Tu peux pas faire un semblant, tu peux pas faire je pense savoir. Non, c'est soit t'es sûr, tu peux pas te tromper. Parce que si tu te trompes, les gens ils t'attendent en tournant. Ouais. Donc t'es obligé de chercher. Et des fois on cherche ensemble. Une fois ça se trouve à la bibliothèque en train de chercher des trucs sur l'Égypte ancienne. Titouche à la bibliothèque. Ouais. Comme quoi, hein, tu vois. Mais tout le monde regardait genre que fait ce mec balèze à la bibliothèque? Carton Titouche. On va parler un peu de ton parcours, parce que t'es dans le stand-up depuis, ça va faire plus de 10 piges là. Ouais. T'es arrivé à Paris à 17 ans? J'avais à Paris 17 ans et j'ai vraiment commencé à faire du stand-up quand j'en avais 22. Ouais. Enfin, on dit que t'es arrivé de Paris parce que t'es de Nice. Hein. Ouais. T'as grandi à Nice? Ouais. Dans une ville super... Sudiste. Et t'es arrivé à 17 ans avec l'envie de faire du stand-up ou t'es arrivé naturellement à faire... T'es arrivé pourquoi en fait? Alors, 2 choses. La première chose sur Nice, c'est quand on parle de Nice, on a cette vision de Nice, c'est une ville de vieux racistes et tout. Faut bien comprendre un truc, Nice, comment moi je la vois. Nice, on a beau avoir tous les clichés du racisme du monde, mais je sais que c'est au-delà. Souvent, quand tu parles de Nice, je pense qu'il faut prendre aussi l'arrière-pays niçois. Ces gens-là sont des battants. Alors, je t'explique pourquoi. C'est des mecs qui sont. Je sais pas si tu connais la vallée de Roya. Non. C'est la vallée qui fait. C'est la frontière entre la France et l'Italie, en fait. Okay. Donc, c'est un passage obligatoire pour tout ce qui est migration. Mais de tout temps, c'est pas un truc qui est arrivé il y a quelques années, de tout temps. À l'époque, les Italiens passaient par là, tout le monde est déjà passé par là. Et là, ils vivent la migration africaine, tu vois, qui arrive. Et ces gens-là pourraient te dire, vas-y, qu'est-ce qu'ils font chez nous? Au contraire, toute la vallée, plein de villages de la vallée se sont serrés les coudes pour aider ces gens-là, tu vois. Ils les ont accueillis chez eux, ils leur ont fait à manger, ils leur ont appris le français, ils sont partis au tribunal avec eux. Il y a Cédric Héroux là qui... Cédric Héroux, ouais, qui fait partie de ces gens-là, tu vois. Qui s'est fait arrêter parce qu'il aidait les migrants, c'est ça? Ouais, délit de solidarité, on appelle ça. Ouais. C'est ouf. Tu vois ce que je veux dire? Comment tu peux mettre délit et solidarité dans un même mot? Dans une même phrase. Et ouais, donc moi, j'ai un amour énorme pour ces gens de cette région parce que, ouais, on a beau dire tout ce qu'on veut sur eux, c'est des races et tout, mais au jour d'aujourd'hui, je sais pas si ça se dit au jour d'aujourd'hui, mais ils se battent. Ils se battent pour des gens qui ne sont pas de chez eux, qui ne connaissent pas, des étrangers. Souvent, c'est des vieux. Tu vois, on me dit souvent, les vieux, c'est des racistes. Rien. C'est des vieux. Toi, tu fais quoi? T'es chez toi, tu joues à la play. Lui, il est en train d'aider des gens. Il ramasse ses propres tomates, ses propres haricots pour les donner à des gens qui ne connaissent pas. Parce que eux, tout ce qu'on leur a appris, moi, une fois, j'avais parlé à Cédric Héroux, et il me dit, moi, tout ce qu'on m'a appris, c'est liberté, égalité, fraternité. C'est la base de notre pays. Donc, si je fais pas un de ces trucs-là, je me sens pas bien. Je mérite pas ce titre. Et franchement, j'ai un énorme respect pour ces gens. Et la deuxième chose, c'était son parcours, c'est ça? Ouais. Ton arrivée sur Paris, t'étais venu faire du stand-up? J'étais venu faire du théâtre. Déjà de base, parce que je faisais un peu de théâtre quand j'étais petit. Quand t'es tombé amoureux du théâtre, j'étais vraiment... monter sur Paname. J'adorais jouer sur scène. J'adorais, c'était un peu ma récréation pour moi. Tu vois. C'est ce qui me permet. J'ai toujours été un rêveur, que ce soit à l'école ou ici, enfin partout. J'ai toujours été un rêveur et je pense que la scène m'a permis de. Il y a des gens qui t'ont inspiré à faire de la scène? Transformer, ouais, bien sûr. Qui? Bien sûr. Il y a eu Anthony Cavana, son premier spectacle. Je l'avais en cassette, je le regardais en boucle. Vraiment, je le regardais en boucle, genre, ah ouais, je suis trop fort, je veux faire ça. Après, il y a eu la vague de comiques américains, genre Chris Rock, Bill Burr, Dave Chappelle, tout ça. Mais celui qui m'a plus emmené vers ce côté aussi Afrique, si on veut, au-delà de mon père, c'est Pichi Bonda. C'est un humoriste congolais qui vit en Belgique et qui a créé tout un spectacle où il parle du moment où il est parti jusqu'à aujourd'hui, comment il vit en Belgique. Et ce spectacle est juste énorme. Tu peux le trouver sur YouTube, je pense. Et ce spectacle est énorme, quoi. Parce qu'il te met... Moi, je vais te donner des clés sur certains trucs de l'histoire, mais lui, il te dit comment il a vécu ces passages, comment il a vécu ce chemin du Congo jusqu'en Belgique, quoi. Et comment t'as géré ton arrivée sur Paris ensuite? Alors, quand je suis arrivé sur Paris, au début, j'étais dans une chambre universitaire. Après, j'ai bougé, fallait travailler. Tu vois. Le problème, c'est que ça. C'est que
Moi, mon père, il a toujours été très clair. Tu veux partir, tu veux faire du théâtre, pas de souci, fais ta vie. Mais à côté, c'est soit tu reprends des cours, soit tu trouves du taf. Au début, tu reprends des cours pour faire genre. Puis à un moment, tu vois que les cours, non. Non. Et tu commences à avoir faim surtout. Et tu commences à avoir faim, ouais. Et il dit, attends, je vais pas te payer à manger toute ta vie. Donc je travaillais la journée, et le soir, j'allais dans les petits cours indépendants, tu vois. Parce que j'étais au cours Florent aussi à un moment. Ouais. Et pareil, je trouve que ça me correspondait pas. Je dis pas Pourquoi que. Je pense que quand t'arrives de province et que t'arrives au cours Florent, tu vois, tu penses que c'est. Ouais. T'as cette vision undo stress du truc. Exactement. On a une Tu vision. penses que tu vas rentrer dans la porte. Hé, Roberto, qu'est-ce que tu fais là? On va en salle de danse. Alors que pas du tout. Et puis même, non, au-delà de ça, ouais, je pense c'était pas le théâtre comme je le voyais. Comment je le ressentais, comment. J'ai appris plus dans les petits cours indépendants de mecs inconnus Ouais. qu'au cours Florent. Mais après, parce qu'au cours Florent, ça reste quand même. Ça reste une machine en vrai. Vous êtes une trentaine, quarantaine d'élèves pour un prof. Vous avez 3 heures de cours par jour. Tout le monde va pas. Tu sais que tout le monde va pas passer pendant 3 heures. Mm. Donc c'est très à la speed alors que sur les cours là-bas. Tu te cherchais un peu quand t'es arrivé sur scène parce que on peut le dire, ton identité un petit peu aujourd'hui sur ce que tu fais sur scène, un peu ciblée sur le panafricanisme, j'ai pas envie de me tromper. Et ça date de à peu près 1 an et demi, 2 ans. Non. D'accord. Un peu plus. Plus. On est quoi, sur Alors, 3 ans? Non, je pense que ça s'est commencé quand j'avais 27 ans, donc il y a 5 ans. Ok. Ah ouais. Alors je t'explique, jusqu'à mes 27 ans, je pense que je me suis énormément Mais cherché. sur scène. Oui, que ce soit sur scène ou dans la vie. Ok. Jusqu'à mes 27 ans, je me suis énormément cherché. Ok. Énormément cherché, je savais pas qui j'étais réellement. Je pense que d'un côté, je me disais, est-ce que je suis congolais? Est-ce que je suis rayonnais? Est-ce que je suis français, comme on n'arrête pas de me le répéter tout le temps? Qui je suis réellement, en fait, jusqu'à mes 27 ans. Et à mes 27 ans, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions sur moi, personnellement. Mais je pense que j'avais déjà ce côté africain, si on veut, genre panafricaniste, parce que, en fait, pour moi, c'était 2 choses qui ne pouvaient pas aller ensemble. Pour moi, il y avait le théâtre et tu avais la question africaine à côté. Ouais. Tu vois, c'était 2 choses Parce que souvent, totalement les gens, quand ils différentes. rentrent un petit peu dans ce genre de sujet, dans ce genre d'histoire, ils se consacrent qu'à ça, à faire je sais pas, des conférences ou autres. Tu vois, on a du mal à voir ces 2 mondes, le stand-up, l'humour, liés à ce genre de. On a énormément de mal. Mais moi, le premier, j'avais énormément de mal. Je me disais, non, ça, c'est un truc que je mets de côté. C'est mon truc personnel à moi, mon petit jardin secret. Et puis, tu as le théâtre à côté. Et 27 ans, tu réfléchis énormément à qui je suis. 28 ans, tu commences à te dire, attends, tout ça, ça me passionne. Pourquoi je le garde pour moi, en fait? Ça me passionne, ça me parle. C'est ce qui rythme une partie de ma vie aussi. Tu vois, et c'est ce qui touche à plein de gens dans ce pays aussi. Donc pourquoi tu le gardes que en mode pour toi et pourquoi tu ne fais pas profiter aux autres? Pourquoi tu rigoles pas de ça? Pourquoi tu cherches pas à faire comprendre aux gens? Tu es toujours là en train de te plaindre sur certains trucs. Tu vois, j'étais genre, ouais, c'est raciste. Mais à un moment, en gros, il faut arranger les choses. Et pour arranger les choses, tu es obligé de leur expliquer pourquoi je pense comme ça. Très bien. En plus, tu as changé. Je vois un petit peu le changement parce qu'avant, c'était. Tu as changé plusieurs fois de nom. Ouais. Lenny. Lenny Nuno, si je ne me trompe pas. On voit un petit peu les affiches au début. Oh Tes mon premières Dieu, affiches. oh les enfants. Regarde-moi ce corneille à gauche, regarde-moi ce corneille de Lidl. Alors oui. Oh Je mon suis Dieu. seul au monde et un délire. Le moment où tu te dis mince. Tu vois, moi j'avais vu ce. Le monde à Foirax. Voilà, j'ai vu ces spectacles et je voyais un Lenny totalement différent. J'avais vu juste un Lenny qui veut faire rire. Ouais. Tu vois, tu rentrais dans le cru, tu rentrais dans le désolé du terme, mais le battage de couilles, t'es arrivé, tu frappais et puis t'étais là juste pour faire rire. Et là, c'est totalement différent. Tu peux nous expliquer un petit peu l'identité de Lenny Harvey? Déjà, pourquoi Harvey? Pourquoi Harvey? Il faut comprendre pour plusieurs choses, pour plusieurs raisons. Quand j'ai commencé l'humour et que j'ai pris Lenny Harvey, on arrive en même temps aussi que le début de Facebook, tout ça. Exactement. Donc pour que les gens te retrouvent sur scène, se retrouvent dans la vie, il faut dire je m'appelle Lenny Harvey. Et en fait, à l'époque, Lenny Bunga, je trouvais ça beaucoup trop long. Ouais. Je me disais, c'est sûr que les gens vont jamais retenir. Donc il fallait un nom qui soit précis. Tu vois. Donc j'avais pris Lenny Harvey. Pourquoi Harvey? Tout simplement parce que, tu vois, je pense que c'était comme toujours là. À cause de la série Racine, je sais pas si tu te souviens. Avec Tom Harvey, ça? Ouais, Tom Harvey. Ouais. Tom Harvey, c'était un des descendants de Kunta Kinte, quoi, donc de l'esclave. Et il était père de famille. Et pour moi, c'était un peu le Charles Ingalls, mais noir, tu vois. C'est le genre de père, tu te dis, un jour, si je suis père, je vais être comme lui. Tu vois. On est dans la série, on est dans une époque dure pour eux, mais c'est un mec qui sait garder la tête haute. Dire, ouais, je suis un descendant d'esclaves, mais t'inquiète. Tu
vois. Il a des filles et il les protège comme une mère poule, quoi. Donc c'est un peu. Et il y a ce truc, ouais, tu te dis, ouais, c'est sûr. À quel moment tu te dis, vas-y, je mets Harvey de côté, je reviens sur Bunga? Bah, quand j'ai commencé à mes 27 ans, Ouais. quand j'ai commencé à parler de ces trucs et tout, elle me dire, C'est quoi attends, ça déjà t'es en mode genre, je leur dis ouais, il faut être africain ou il faut penser comme ça. Mais toi-même t'es en mode genre, je m'appelle Comment Lenny Harvey. J'ai été voir Karim du Paname. Oh, wow, wow. Il m'a raconté un petit peu tes débuts sur scène. Je peux pas le dire, je préfère qu'on le regarde. Ah mon dieu. Pour Lenny, c'était compliqué au départ, mais il était tellement cool, mais on l'a quand même sorti de scène. C'était à l'époque avec Daniel Jacksman. Il est revenu un peu plus tard, il n'a pas lâché l'affaire, et maintenant c'est un monsieur dans le stand-up parisien. J'adore ce mec. Moi, j'aime trop Je ce le kiffe regard un vraiment. petit peu. On explique un petit peu Karim. Karim, c'est le boss du Paname. Ouais. C'est la personne qui nous programme nos dates. Voilà, le Panama Art Café, c'est un endroit où On peut tester, rôder. on a quasiment tous commencé là-bas, dans le stand-up parisien. Et c'est quelqu'un de très cool, qu'on apprécie. Et là, il nous raconte que ta première fois, on t'a sorti de scène. Ouais. Raconte-nous un peu ce délire. Moi j'arrive, ça faisait pas si longtemps ça. Ouais. Ça faisait quelques mois que je faisais du stand-up. Ok. Mhm. Et je me retrouve, à l'époque on était 2 petits jeunes. Il n'y avait que 2 jeunes. Et c'était Farid et moi. Mhm. Tu vois. Et les gens confirmés, c'était Mathieu Madénian, il y avait Tony Saint-Laurent. Quel il y âge avait... 18, 19? À l'époque, ouais, je devais avoir... Non, j'avais 22. Ouais, 22. 22. Il y avait Mathieu Madénian, Tony Saint-Laurent, Thomas VDB, Alexis Macquart, enfin que des mecs qui ont des années et des années de stand-up devant. Et qui cartonnent, donc ils font leur scène et tout. Et ils te mettent au milieu, toi t'arrives avec ton sketch et les gens te regardent genre... Ah bah comparé aux autres, c'est autre chose, tu vois. Et donc forcément, les gars me regardent, ils me font allez, sors de là. Il me dit, vas-y, sors de là. Et il me dit, reviens quand t'auras pris un peu plus de bouteilles. Et j'étais dégoûté. Dans ma tête, j'étais un peu dégoûté, mais au contraire, ça m'a donné la niaque. Tu sais, je suis parti, j'ai fait plein d'autres scènes ailleurs. Donc je me suis donné, et quand je suis revenu, j'ai dit, mec, tu vas voir que tu t'es trompé sur toute la ligne. Et voilà, il a eu raison. Tu vois, mais d'un côté, je le remercie d'avoir fait ça. Ouais. Parce que peut-être que je me serais enfermé dans un truc. On a retrouvé un extrait d'un de tes premiers spectacles, on va se regarder et tu me diras si le Lenny d'avant, tu l'assumes encore. Bonjour monsieur, je voudrais mettre 500 € sur mon compte. J'en ai marre tous les soirs de manger du homard sur lit de caviar. Tous les soirs de manger du homard sur lit de caviar. Aïe, si la fille est moche, vous vous rhabillez, vous la pressez, vous lui dites de se dégager, vous la dégagez vers la sortie, vous claquez la porte. Je sais, c'est moche, mais pas autant qu'elle. Ah, les gars, vous vous êtes pris un vent par les poufs. Alors vous allez vous asseoir au CDM. Quelqu'un sait ce que c'est que le CDM? Non. Le canapé des moches. Ah mon Dieu. Qu'est-ce que ça fait de revoir ce Lenny? Ah, mais je pensais qu'on les avait détruits, ces vidéos. Tu veux que je te dise un truc? Alors oui, forcément, en termes de texte et tout, tu te dis, mais mec, rentre chez toi, mec. Là, moi, je suis dans la salle. C'est je ce que vois t'as ça. fait au Paname la première fois? Ce genre de truc? Ouais. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Tu le vois là, t'as envie de le claquer, mais d'à côté, j'ai envie de lui faire un câlin aussi. C'est ouf, hein. Pourquoi? Parce que bah, ça montre l'évolution, tout simplement. Ouais. Quand je regarde ces vidéos, je me dis juste, ok, avant j'étais ça. Et je le regarde pas d'un truc genre oh, le bouffon. Non, je me dis, mec, t'as grandi, c'est le On principal. vient de loin. Ouais, t'as grandi, c'est le principal. Et puis même, tu vis de ce que... Là, on est à cette époque où je me dis, je veux faire ce métier réellement. Parce que pendant 2-3 ans, je me disais en mode, je veux faire du théâtre, mais je savais pas que je voulais faire du stand-up. Et là, je suis à ce moment où je me dis, ouais, c'est ça que je veux faire et tout. Donc, j'en ai pas honte, mais j'en suis pas fier non plus. Hein. Mais j'en ai pas honte, hein, clairement. Et puis si je pouvais retourner en passé, je lui ferais, mec, change de 3 vannes, mais lâche rien. Non, mais t'as pas totalement tort parce qu'il faut se servir du début pour se motiver. De ouf. Moi, je regarde mon premier passage de stand-up et c'est ce que je dis hein, c'est ce que je disais aux humoristes du Labo du Rire, qui est une scène au Paname où les gens commencent. Je leur disais, filmez votre passage. Et bah, tu sais que le Labo du Rire, Ouais. c'est une scène qu'on a montée avec Romain Chélan à la base. D'accord. Parce qu'à l'époque, Donc, il n'y avait pas de scène. T'es le créateur du Labo du Ouais. Rire. À l'époque, il n'y avait pas de scène. Il y avait pas de scène pour les jeunes qui commençaient. Ok. Et tout le monde, quand on venait au Paname, les gens disaient bah non, vous n'avez pas le niveau, tu vois. Et un jour, Karim, il me dit, je lui dis à Karim, il faut faire une scène et tout. Il me dit bah pourquoi vous créez pas un truc? On était avec Romain, puis on l'a appelé le Labo du Rire. Quoi. Et puis c'est resté. Voilà, bah, moi, je l'ai géré pendant 2 ans et demi, le Labo du Rire. Et j'ai fait mes gammes là-bas. Et à chaque fois qu'un humoriste venait jouer pour la première fois, je lui disais, filme-toi. Ouais. Filme-toi et tu gardes cette vidéo dans un coin.
tu la regardes Bon, pas. je la regarde maintenant. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? La regarde pas maintenant et tu continues à bosser. Tu continues à bosser et ensuite quand tu vas regarder, parce que les gens ne voient pas trop. Moi c'est vrai, hein, j'ai l'impression de faire souvent la même chose sur scène, mais parce que tu vois pas l'évolution quand t'es Une virgule, c'est important. une respiration, une attitude, le ton change beaucoup dans le stand-up. Et là Ouais. on le voit l'assurance que tu as, on voit la différence entre, tu vois ton texte là, je suis sûr que tu peux le reprendre. Mais avec le Lenny d'aujourd'hui, tu vas juste modifier 2-3 trucs Ah, ouais. et tu vas gérer mieux les blagues. Ouais. C'est juste que tu, comme je dis souvent aux humoristes, on gère mieux nos pouvoirs. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Et là, on voit l'assurance que tu as sur Montreux, sur la scène du Montreux ou sur ton spectacle hier, tu vois. C'est totalement différent. Ah ouais. Je regardais encore les. Ah oh, mec. Le DBZ, il m'a Les fumé. gens venaient te voir pour ça. Les gens ont dépensé des euros, c'est sûrement gratuit. C'était Mais sûrement... pourquoi je n'aurais pas remboursé à la fin? On va parler d'un dernier truc. Là. Je vais te laisser soulever le dernier cadre et tu vas me parler d'elle. Tu peux nous dire qui c'est? C'est Mrs. Lauryn Hill. Yes. Yeah. Et cette histoire, je crois que tout le monde la connaît dans le monde du stand-up. Lauryn Hill, Farid et toi, vous avez fait la première partie de Lauryn Hill, mais c'est quand elle est arrivée en retard. Et ça vous a mis 17 000 personnes vous ont Ah ouais, ils nous ont hués. Hein. hué comme pas possible. C'était la première fois de ta vie que Que ça je me faisais t'arrive. huer comme ça, ouais. Ouais. C'est impressionnant. C'est impressionnant de voir un mur, une marée de gens qui sont là. Wouh, Ah, c'est chaud. dégage! T'es là genre. Alors, c'est je vais chaud. vous parler de l'Afrique. C'est chaud, c'est chaud. Euh, Mais ce que j'ai aimé dans cette mésaventure, c'est comme disait ton papa, je l'ai noté ici, excuse-moi, c'est négatif-positif. Dans le négatif, il y a toujours du positif. Voilà, dans le négatif, il y a toujours du positif. Tu le dis sur scène. Et ça part, ce que j'aime bien, c'est que ça part d'un conseil de ton papa. Tu parles de ta mésaventure avec Lauryn Hill, et hop, tu transformes un sketch. Et nous, les humoristes, c'est un peu dans ce délire-là. Tu vois ce que je veux dire? Il nous arrive une galère, Bam. bim, on Sur le transforme en Ah ouais. truc positif. Tu peux nous raconter un peu comment tu as construit ce délire avec, cette mésaventure avec Lauryn Hill? Toutes nos merdes qui nous arrivent, tu l'as dit très bien, Ouais. c'est un peu. Le stand-up, c'est un peu notre exutoire. C'est le truc où on se dit. Je peux pas me venger dans la vraie vie. Ouais. C'est pas grave. C'est pas grave. Ah, tu grattes tout ce qui t'a énervé ce soir-là. Et moi, je m'en souviendrai toute ma vie. Quand je sors de scène ce soir-là et que j'envoie Farid, tout le monde est en mode genre, ah mon Dieu et tout. Moi, dans ma tête, je suis descendu, dans ma tête, j'ai fait, je vais avoir un putain de passage demain. Même si j'étais mal, hein. Mais dans ma tête, je savais que j'allais en faire un passage. Je pouvais pas. Et tu sais, je suis arrivé au bureau chez Click le lendemain, je savais pas. Il y a un de mes collègues qui m'a dit « Waouh, Farid s'est fait huer hier à Bercy !» Et je regardais, j'ai dit quoi, c'est la meilleure chose qui lui est arrivée. Ouais, mais je te Et jure. là, je savais pas que toi aussi, tu avais fait la première partie. Et dès que j'ai vu ton passage, j'ai pris la vidéo, je lui ai dit « Regarde !» Ah ouais, non, mais c'était ouf. C'était vraiment fou. Elle avait 2h30 de retard, les gens ne pouvaient plus. Mais d'un côté, je me dis, frère, vous êtes fan de Lauryn Hill. D'où vous savez pas qu'elle arrive en retard. Tu vois. Putain, C'est quoi ces fans en carton? Je te jure, j'invite tous les gens qui s'intéressent à cette histoire à aller voir la vidéo sur YouTube de son passage sur scène où il parle de sa mésaventure. Il en a transformé une blague, c'est magnifique. On va passer, parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps, on va Ah, passer aux questions non. mystères. Allez, C'est c'est très parti. vite, hein. Putain, j'ai même pas vu le temps passer. On s'amuse bien, ça veut dire. Hein, c'est vrai, non, mais on a bien tardé sur le sujet de l'Afrique parce que ça m'intéressait vraiment. Je voulais vraiment en Je suis savoir un content. peu plus et j'espère qu'aussi ça a plu aux personnes qui nous regardent. On va passer aux questions mystères, questions secrètes. Allez, c'est parti. Voilà, je te pose une question comme tu as pu voir l'émission, je t'ai dit au début. Je te pose une question, tu devines quel humoriste t'a posé la question et bien sûr, tu réponds à la question. Ok. Première question. Demander à quelqu'un de faire sa première partie, ça serait pas admettre la grandeur de son talent? C'est quand tu demandes toi, face à Ouais, première quand partie? tu demandes à quelqu'un. Bah si. Ça veut dire que tu respectes le gars. Ou alors, tu te dis, je suis tellement meilleur que lui, je vais lui prendre ses gens. Mais non, ça veut dire que ouais, si tu kiffes son talent, bien sûr. Alors, qui a posé cette question? C'est pas Nam. Non, je vois pas qui aurait pu poser cette question. C'est forcément quelqu'un qui fait des premières parties. Ouais. C'est toi? Non. Jason? C'est Hugo. Ah, Hugo? Ah ouais, j'aurais dû... Ouais, Putain, c'est ma première allez. partie à moi en plus. Je suis en mode genre... T'es teubé. Ah bon? Hugo fait tes premières parties, Hugo tout seul fait tes premières parties Ouais. en ce moment. Ouais. Et c'est drôle parce que, comme lui il dit, quand il rentre sur scène, il dit ça fait trop bizarre de faire la première partie de Lenny ou d'un spectacle qui s'appelle Diasporalement Vôtre et de voir un petit blanc arriver et tout. Et au contraire, c'est pour que lui, déjà, ça le fait avancer, je pense. Et même les gens se disent ok, bah, c'est qui ce mec? On veut découvrir. Non, moi je suis content d'avoir pris Hugo, vraiment. Ok. Prochaine question. Est-ce que tes improvisations dépendent de ta consommation de drogue douce? Cette question n'a pas été posée par Noman Osni.
Non. Non, je faisais déjà des impros avant l'herbe magique. Donc non. Après, je dis pas que ça m'aide pas, hein, des fois. Ouais. What? On rappelle que c'est interdit ce Bien genre sûr. de bail. Hein. Mais de toute façon, je parle de chocolat. Mais parlons de chocolat. Et à ton avis, qui t'a posé cette question? Alors, c'est forcément quelqu'un... Franchement, tu vas pas trouver. Marie Desrolles? Non, Non? Edgari? c'est Redouane Bougueraba. Redouane Bougueraba? Ouais, je te jure. D'où lui, il pose des questions comme ça, Je lui. te jure. Même moi, j'étais choqué quand elle a lâché ça. Question suivante. Tu peux nous raconter ta première scène avec Patson? Oh mon Dieu, mais qui est parti c'est simple, Patson, et on est sur une espèce de festival en banlieue, je ne sais plus exactement où c'est. Et c'est un moment où il cartonne, tu sais, où il est au-dessus de... Et il arrive en retard, et je dois passer là, et il me dit, mec, je suis en retard, je dois partir vite, est-ce que ça me dérange de passer avant moi? Est-ce que ça te dérange si je passe avant toi? Moi, je dis, bah non, il n'y a pas de souci, tu vois. Et je me suis fait piéger, parce que le gars monte sur scène, il détruit la salle. Vraiment, les gens sont en mode, ah mon Dieu, ils n'arrivent plus à respirer. Et il fait pas 5 minutes, il fait 45 minutes. 45 minutes de ah, les gens n'en peuvent plus. Les gens sont. Tu sais, quand tu essaies de reprendre ton souffle, tu te dis, mince, pourquoi j'ai laissé passer? Il sort, il fait merci, mec. Il se barre. Il me dit, Lady Bunga, j'arrive. Et je fais. Une vanne, 2 vannes, ça passe pas. Les gens sont plus dans mon délire. Ils sont en train de reprendre leur souffle. Ouais. Ils sont plus, il les a tués. C'était impossible. Et moi, dans ma tête, j'étais en mode genre, je te hais, Patson. Je te hais, Patson. Alors, qui a pu poser cette question? Jimo? Non. Non! Fadili Camara. Fadili Camara, Question suivante. Penses-tu que les dresseurs de Pokémon qui prennent que des Pokémon type dragon dans leur team sont des gars bien? Je sais déjà qui a posé cette question. Bien sûr que c'est des gars bien. Parce que pourquoi? Parce que les Pokémon dragons, c'est les Pokémon les plus durs à entraîner. Donc ça veut dire que tu prends plus de temps. Et je pense que cette question, c'est Jérémy. Bah, Jérémy, ce Detto. gros loser. Regarde-moi sa tête Jérémy là. Detto, là, avec cette question. La tête d'homme sucré. Il me tue ce gars. Il me fume. On va passer. Attends, je voulais dire un truc sur Jérémy Detlo. C'est lui qui a fait ta première affiche. Non. Il m'a dit ça. Il m'a dit Ah ouais que c'est moi qui ai fait la première. Il m'a aidé. Il t'a aidé. Voilà, il t'a aidé. Ouais. Il a corrigé les bails. J'aurais dû lui dire, ouais, mec, je viens de voir ton affiche. Il m'a raconté aussi un truc. Lors J'ai d'un. l'histoire. J'ai l'histoire. Ah, t'as l'histoire? Il m'a dit genre des flyers. Ouais, Tu vas dire. on venait de commencer, tous les deux, on venait de commencer la scène. Donc on commençait nos premiers spectacles et tout. Et un jour, moi je le rencontre, moi j'étais au Bourron, lui il était au Boucarré, c'était 2 salles. Et il me dit, je lui dis, mec, il y a un événement juste pour rire c'était sur Montmartre, sur la butte Montmartre. Ils ont mis une grande scène et tout. Viens, on va distribuer nos flyers là-bas. Il me fait, ok, et tout, on y va. Et on voit Gilbert Rozon à l'époque. Tu vois. Il n'avait pas encore touché de femme, ok. Et nous on fait, putain, c'est pas trop juste pour rire, s'il voit nos spectacles, c'est sûr, il va nous signer. Quand t'es jeune et con. On fonce le voir, on le fait, ah, monsieur Rozon et tout, on fait un spectacle, on lui donne nos flyers. Il a fait ça, il a regardé, il a fait, ouais, je vais venir les voir, je viendrai dans la semaine. On a fait, waouh, tu vas venir dans la semaine. Il est jamais venu, tu te doutes bien. Vous racontez que juste après, vous étiez là, c'est bon, on a réussi notre carrière. Frère, si tu réussis, qui fait la première partie de l'autre d'abord? Ok, on va passer à la dernière rubrique de l'émission, c'est le portrait chinois, le portrait chinois, le portrait Bunaimin comme je l'appelle. C'est parti. Tu connais le délire du portrait chinois, je te pose des questions, tu essaies de répondre assez rapidement. Première question, si tu étais une figure historique? Cheikh Anta Diop ou Patrice Lumumba? Oh, ok. Si tu étais un regret? Putain, c'est une bonne question. J'ai pas de regret là dans ma tête. Si j'étais un regret, je sais pas. Désolé. Si tu devais retenir un bide dans ta carrière? L'Art Café, Seb Menia qui présente, il me met en dernier, c'est la 2e fois de ma vie que je joue, et il dit, vous allez voir, ce mec c'est du lourd, il est putain de fort, je rentre, je bide comme personne. Et devant, il y avait 2 petits vieux qui commentaient tout ce qu'on faisait. Et à un moment, je fais une vanne, ça marche pas, et il y a un des vieux qui fait, ça pour du lourd, c'est super lourd. Toute la salle se tapait une barre. Non. Moi, je me suis cassé le cul à écrire des vannes. L'autre, il a fait une impro en 2 secondes. C'était une de mes pires scènes, clairement. Mais, pire souvenir? Pire souvenir de bide. Si tu étais un film? Si j'étais un film, je serais Jurassic Park 1. Pourquoi? Parce que c'est le premier film que je suis allé voir au cinéma et que c'est le film qui m'a donné de la magie, quoi. Clairement, j'étais en mode genre... Jurassic Park ou alors Malcolm X. On se met d'accord.
Lourd. avec Denzel. Si tu étais une citation. Dans le négatif, il y a toujours du positif. Aïe. Donc, quoi qu'on ait fait de merde dans nos vies, les gars, il y aura toujours du positif un jour, c'est Ça, sûr. c'est le padre. On salue toute la MIF. Merci, Lenny. Merci à toi, John. C'est la vraiment fin cool. de Solo avec Sulo. J'ai grave kiffé discuter une heure J'ai avec kiffé Watt. avec toi. Allez voir son spectacle de ouf. Diaspora Le Mans, vôtre. Tada. Au théâtre Beau-Saint-Martin, jeudi, vendredi, samedi. Le spectacle tue, on rigole, on apprend des choses. Franchement, pour moi, c'est une performance de malade. Lenny, je t'encourage. J'espère vraiment qu'un jour, tu vas te venger, que tu vas faire Bercy et tu vas inviter Laurie Neal. Et elle va être là au début. Attendez, Lenny arrive. Ready or not? Merci. Moi, je voulais dire merci. Merci Ouais, de t'as m'avoir. un petit dernier mot? Ouais, merci de m'avoir invité, gros. Ah, Et ça fait toujours plaisir, je te jure. C'est ouf de voir des potes à toi à la télé qui te ressemblent en plus. Percer, c'est que le monde avance, clairement. Ah, Le monde avance, ça les mentalités avancent. Moi, je t'ai vu la première fois au Paname. Je voulais faire du stand-up. Je me suis dit, je vais jamais y arriver. À chaque fois, je te le répète, là, t'as vu, hein? Ouais. Je te le répète à chaque fois. Quand je t'ai vu la première fois, j'ai dit, waouh, je suis dans la merde. Comment ils font, ces mecs-là? Et depuis, ça va, je suis devenu beaucoup plus marrant que toi. Alors, merci à tous ceux qui regardent. Merci aux équipes qui m'ont aidé à préparer cette émission. Merci à Walter White. Merci à Anthony Cholin. Merci à Rino Féroce. Et à toute la team. Merci encore, c'était vraiment cool. C'était Solo avec Lenny Munga. À la prochaine. Ciao. Ciao. Sakampedo emiero yai mundak. Tuni. Sakebado kubiel